des sciences participatives au débat citoyen, on glisse de façon assez naturelle. Et vous le savez, la dernière expérience en date, c'est la Convention citoyenne, 150 hommes et femmes tirés au sort, à qui on a demandé de s'engager réellement pendant plusieurs week-ends. Je ne sais pas si c'était pas 8, peut-être plus, enfin 7 ou 8, voilà. De venir à Paris, d'entendre des experts, de dialoguer avec des scientifiques, des politiques, des économistes, des syndicalistes, des associatifs, des sociologues, pour, au final, rédiger leurs propositions dans la lutte contre le changement climatique. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en coulisses, il y avait une poignée de personnes qui, en temps réel, a offert à ses citoyens un fact-checking. Et Laurence Amar a fait partie de ce pool. Alors, vous êtes climatologue, chercheuse à l'Institut de la transition environnementale, qui défend justement les sciences participatives et l'inclusion citoyenne dans les problématiques scientifiques aujourd'hui. Alors, je disais, vous étiez derrière le rideau, hein, vous n'avez pas eu de contact direct avec ces citoyens. Néanmoins, vous étiez supposé répondre à des questions qu'ils vous posaient, à vous, mais à d'autres. Quelles questions vous ont-ils posées et qu'est-ce qui vous a marqué finalement dans cette demande citoyenne? Alors, je vais dire, au démarrage, ça a été d'abord la curiosité. Enfin, d'abord, on avait envie de s'engager pour soutenir cette démarche qui nous paraissait vraiment importante au niveau de notre institut, car notre philosophie étant de la recherche pour la transition. Alors, en participant au fact-checking, on a donc accepté de jouer un rôle discret et humble, caché derrière le rideau, pour travailler au profit des groupes de travail. Au départ, on a constaté que c'était des citoyens vraiment de tous les horizons, de tous les profils et avec à peu près rien en commun au démarrage. Et les questions qu'ils nous ont posées au début étaient plutôt vérifions un peu ce que nous disent les experts qu'on a auditionnés, du genre Nicolas Hulot nous a dit ceci, qu'en est-il vraiment? Donc ce que nous faisions, c'était un petit groupe que nous étions. Donc une poignée, les uns plutôt côté sciences politiques et économiques, les autres plutôt sciences, disons, de la science physique, sciences de la nature. Nous allions à la pêche aux informations. Et des informations, c'est ce qui nous a d'abord surpris, ce n'était pas du tout dans notre champ scientifique le plus précis. C'était plutôt des questions assez générales ou des questions très techniques ou des questions très précises sur les faits. Eh bien, par exemple, que dit le rapport de l'ADEME sur la comparaison de coût carbone entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques? Bon, il a fallu explorer rapidement le rapport de l'ADEME pour pouvoir donner des éléments chiffrés, leur résumer les éléments saillants de ce rapport. Ça a été une des premières questions précises qu'on a pu avoir. Ensuite, il y a eu une question ou deux sur le champ vraiment de l'écologie, sur ce que représente en termes d'absorption de carbone, la plantation d'arbres ou quelque chose comme ça. Mais c'était assez rare. On voit le lien avec le Là, on voit le lien. Mais on en a vu aussi, parmi les questions qui sont très en relation et qui sont venues petit à petit, hein, en relation avec les propositions qu'elles ont faites, on a vu apparaître des questions du genre en rapport avec les possibles propositions. La proposition, on nous a demandé d'évaluer quel était l'impact carbone des panneaux de publicitaires numériques. Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur le sujet? Eh bien, je peux vous dire, pour y avoir travaillé, eh bien, c'est pas simple de trouver une réponse comme celle-là. Parce qu'en fait, on ne trouve nulle part de l'information. Ça dépend d'énormément de facteurs et de façons de prendre les choses. Mais ce genre de questions, on en a eu pas mal. Et donc, vous diriez une plus grande curiosité de ces citoyens que vous attendiez? On pensait qu'ils allaient s'adresser à nous, un peu comme avec les experts, poser des questions sur des connaissances scientifiques. Mais en fait, leur objectif, ce n'était pas tant cela, c'était vérifier certains éléments scientifiques parfois, mais c'était surtout faire ce pourquoi ils avaient été mandatés, c'est-à-dire faire des propositions, c'est-à-dire introduire la connaissance scientifique dans la question de société, traduire en mesures, puisque leur objectif, c'était proposer des mesures qui permettent d'atténuer ou de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Donc cet enjeu-là, ce n'est pas un enjeu de science, c'est un enjeu d'action en réalité. Et donc choisir entre une mesure qui consisterait à électrifier le parc automobile ou enlever la publicité numérique ou faire ceci ou faire cela ou faire les deux, etc., ça c'était leur mandat, leur mission. Et finalement, ce que nous avons fait, c'est un travail
comment dire, nous avons utilisé notre connaissance et culture scientifique, nous l'avons mise à leur service, mais pour aller consolider des éléments ou infirmer des éléments qu'on pouvait trouver finalement sur Internet, parce qu'il fallait répondre dans 1 heure et que donc c'était Internet tout le temps. Tirés au sort, ces citoyens avaient des âges variés, des niveaux d'éducation variés, des professions variées. Qu'est-ce qui vous a surpris et comment est-ce que vous les avez vus à l'œuvre essayer d'arriver à un consensus? Parce que finalement, ont-ils pris leur point de vue individuel ou le point de vue de leur collectif? D'abord, la première réunion a été extrêmement intéressante. On a vu, ils ont été interrogés un peu au hasard sur leur motivation. La plupart ont dit que c'était... Bon, certains par un vrai intérêt déjà pour l'environnement, d'autres par curiosité, d'autres parce que, puisqu'on leur demandait et que finalement ça les concernait, ils allaient voir, etc. Et donc on a eu déjà une variété de points de vue au départ. Et ces variétés de points de vue, en fait, ont évolué. Et comme m'a fait remarquer une collègue tout récemment, finalement, ces 150 citoyens qui étaient totalement représentatifs, puisque tirés au sort selon les critères socio-économiques, d'âge, de sexe, etc., étaient totalement représentatifs de la population, à la fin, ils ne l'étaient plus. Parce qu'en fait, ils avaient acquis une compétence, une expertise sur ces questions d'environnement et d'impact finalement de toutes ces questions liées à la transition écologique qui les distinguait des autres. Ils ont appris à faire du consensus par la construction progressive, par leur débat progressif dans les groupes de travail, puis en plénier, où je les ai entendus proposer et soumettre à leurs collègues des idées qu'ils avaient. Ils ont débattu, approfondi, creusé, discuté longtemps et longuement. Et finalement, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont appris à dépasser l'intérêt individuel pour construire quelque chose qui réponde à la question, réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en gardant une équité sociale. Et ceci, j'ai envie de dire, pour eux, ce qui leur semblait au moindre coût du point de vue de la privation collective de liberté individuelle. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, en tant que chercheuse, vous a marqué dans cette expérience? Est-ce que vous en êtes sortie changée? En tout cas, j'en suis sortie encore plus convaincue de l'importance des approches participatives. J'étais déjà intéressée et participante à des programmes participatifs donc au sein de mon université et donc autour des questions d'environnement, mais j'ai pu percevoir à quel point finalement l'espèce de petit mépris ou disons le regard d'un peu haut que font souvent les scientifiques à l'égard des citoyens ordinaires, mais aussi nos élites, j'ai envie de dire technocratiques au sens large, comme si les citoyens n'étaient pas capables d'accéder à la connaissance et capables de dépasser leurs intérêts personnels. Et là, ce que je constatais, c'est que c'est faux. C'est faux. Si on donne les clés de compréhension, et c'est pas si compliqué de les donner, la preuve, 150 personnes venant de tous les horizons, de tous les âges et de tous les profils sont capables d'y arriver et de se poser et d'arriver à des consensus. La plupart des mesures qu'ils ont proposées ont été votées à un large consensus quand même. Et il faut le dire, c'est important. Justement, c'est une de leurs préoccupations. Nos recommandations seront-elles suivies? Vous vous y êtes engagé, ont-ils dit au président Emmanuel Macron. Quel impact ça aurait pour ces expériences de débats citoyens et de conférences citoyennes qu'ils ne soient pas écoutés et que soit classement vertical, soit on modère à tel point que on atténue totalement les propositions? Moi, je crois personnellement qu'à partir du moment où on engage la parole finalement de représentants élus, cette parole-là doit être respectée, parce que sinon on ne peut pas se plaindre à la fois de la défiance des citoyens à l'égard justement disons de la classe politique, et en même temps à ce point dévoyer la parole. C'est donc grave, très grave. Une autre question, vous avez participé à l'époque au Grenelle de l'environnement. C'était un peu différent parce qu'il n'y avait pas du tout de citoyens, mais il y avait quand même ce souci du collectif. Quelle différence? Alors, je n'y ai pas participé personnellement. Disons que les organismes de recherche ou un certain nombre d'organisations ont pu y participer.
donc on a pu suivre ce qui s'est fait. La différence, c'est que c'était des experts, justement, des experts, chacun dans son domaine, ayant déjà des convictions fortes ou des connaissances fortes, mais on n'était pas, justement, on n'associait pas directement les citoyens dans leur diversité aux questions qui étaient posées. Et ça fait une grande différence. Et je pense que l'échec de beaucoup de mesures qui ont été prônées viennent de là. Alors maintenant, il faut dire la Convention citoyenne. Bien Oui, intentionnée, mais ne répondant pas voilà. à l'intérêt. Mais la Convention citoyenne, ce n'est pas encore un aboutissement parfait. Il est vraisemblable qu'il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire maintenant, pour que ça soit compris et que finalement l'ensemble de la population puisse devenir aussi compétente que ces 150 citoyens, il faudrait le prolonger et peut-être recréer des conventions citoyennes dans les régions, dans je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais il y a une réflexion à avoir sur la façon dont on peut maintenant retisser ce lien. Ils sont représentatifs, ils l'étaient, mais comme ils ont acquis cette compétence, ils ne le sont plus tout à fait. Comment fait-on pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche? C'est-à-dire que le débat aille jusqu'au bout des choses et atteigne tout le monde et que tout le monde se sente vraiment partie prenante de la question. Merci, on reviendra à vous tout à l'heure avec d'autres questions. Brice Laurent, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes à distance, j'imagine, dans votre laboratoire. Est-ce que vous êtes avec nous? Ah oui, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Vous êtes chercheur au Centre de sociologie d'innovation, donc qui est un laboratoire mixte, va-t-on dire, entre Mines ParisTech et le CNRS. Vous vous intéressez, ah voilà, on vous voit, aux relations entre la fabrique de la science et la construction de l'ordre démocratique. Alors vous avez travaillé et analysé en profondeur ce que certains ont appelé le fiasco du débat public sur les nanotechnologies. Plus récemment, pour un travail sur les controverses minières, vous vous êtes penché sur le débat qui a concerné la montagne d'or en Guyane, un projet aurifère industriel. Deux sujets, deux expériences qui ont fait beaucoup de bruit. J'ai envie de vous poser de façon provocatrice, est-ce que vous diriez beaucoup de bruit pour rien? Que faut-il penser de ces deux expériences de débat public ou débat citoyen? Merci beaucoup pour la question, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois qu'il y a un effet d'asymétrie parce que je vois en même temps la vidéo de la salle et je me vois en énorme sur l'écran géant avec les trois autres personnes en petit en dessous. Ça fait un peu bizarre, donc j'espère que ça produira un effet bizarre dans ce que je vais dire. Mais voilà. Oui, en fait, je trouve que ces exemples-là, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils montrent que toutes ces histoires de débats citoyens, on pourrait se dire, finalement, maintenant, tout le monde est d'accord pour faire de la participation et il y a plein d'initiatives intéressantes, justement la Convention citoyenne dont on parlait. Quelqu'un dans le chat parlait de la mission d'animation des agrobiosciences à l'INRAE, qui est aussi un exemple très, très intéressant de mise en débat de la science. Dans la section précédente, on parlait des sciences participatives. On voit bien qu'il y a une demande des chercheurs pour faire ça. Il y a des exemples, il y a des bonnes illustrations de tout ça. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut penser, je pense, que le débat citoyen sur les questions scientifiques et techniques est quelque chose comme universellement acquis et puis une espèce de long fleuve tranquille où on saurait maintenant faire de la participation. On ne sait pas encore bien faire de la participation. Il y a toujours le problème des relations entre ce dont on a discuté et la prise de position, la prise de décision politique. On en parlait dans le cas de la Convention citoyenne sur le climat. Et en plus, c'est très souvent conflictuel. Alors, un peu moins dans des dispositifs comme les conventions citoyennes, où on travaille avec des petits groupes de personnes qui sont tirés au sort, qui sont en petit nombre, où il y a de la modération un peu dans tous les sens du terme des discussions, et beaucoup plus dans des dispositifs type débat public, où là, toutes sortes d'expressions plus ou moins vives peuvent avoir lieu. Alors, vu tout ça, je pense que c'est assez facile de se dire, en fait, c'est un échec, on n'arrive pas à faire de la démocratie participative sur la science. Et en plus, c'est vrai que ce discours de l'échec qui revient encore un peu aujourd'hui, où on pourra avoir tendance à dire, on est en période de crise sanitaire, il faut agir, il faut écouter les experts. On est en période où tout le monde dit plein de choses sur les réseaux sociaux, il y a des fake news, etc. Donc voilà, maintenant, fini de rire, arrêtons avec le débat citoyen et écoutons enfin les experts. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je pense qu'au contraire, il faut se dire, si on considère que tout ça, c'est des échecs, c'est un peu qu'on se posait les mauvaises questions ou qu'on avait les mauvaises attentes.
C'est-à-dire, si on se dit, si l'objectif c'est le consensus et que tout le monde soit d'accord sur tout, alors là, effectivement, peut-être que c'est les deux exemples en particulier que vous citiez, mais de façon plus générale, le débat public, c'est un échec. Mais finalement, est-ce que vraiment notre objectif, c'est le consensus? Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt d'être dans une société dans laquelle le plus de gens possible puissent intervenir dans le débat public sur la science et avoir les moyens de le faire? Donc ça, c'est un premier point. Et le second, c'est peut-être de se dire, si l'objectif, c'est d'avoir enfin la bonne solution participative, d'avoir le bon format qui résout tout, alors là, c'est sûr que c'est un échec. Parce que, par exemple, le débat public CNDP, de la Commission nationale du débat public, il fonctionne bien dans certains cas, il permet d'avoir des discussions approfondies pour des choix de projets d'infrastructure. Il semble beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour des grands choix de société, comme des choix de développement technologiques comme les nanotechnologies ou comme des projets comme le projet Montagne d'Or en Guyane. Alors, mais est-ce que l'objectif, c'est vraiment de se dire il y a un bon débat, une bonne procédure de débat qui doit tout régler? J'en suis pas du tout sûr. Peut-être qu'il faut se mettre dans une situation où le débat citoyen, et finalement, on aura une question procédurale qui ne sera jamais vraiment résolue, où on doit toujours être dans la capacité d'expérimenter de nouveaux formats, puis toujours aussi être à l'écoute des demandes de groupes qui font émerger de nouveaux problèmes. Par exemple, dans le débat sur la montagne d'Or en Guyane, un des sujets qui émergeait, un des acteurs qui était très très important, c'était les populations autochtones qui ont vraiment qui ont joué un rôle important dans le débat. C'est pas forcément un acteur dont on a l'habitude en France métropolitaine, avec qui on a l'habitude en France métropolitaine de discuter. Néanmoins, peut-être que c'est très important d'avoir des façons d'avoir du dialogue avec ces acteurs-là. Donc, peut-être qu'il y a une nécessité, c'est ce que je pense personnellement, d'avoir la capacité d'explorer plusieurs formats de débat citoyen et surtout pas se dire on peut avoir une forme on aura forcément la bonne solution participative, ce qui d'ailleurs sera aussi un petit peu bizarre parce que ça contribuera à dire on peut quelque part trouver des experts de la participation qui auront la bonne solution qui pourra être mobilisée à chaque fois. Donc oui, c'est peut-être des échecs, mais j'allais dire, si on les prend comme des échecs, si on avait peut-être des attentes qui n'étaient pas tout à fait ajustées par rapport à ce que peut apporter le débat citoyen. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a des formes de prise de parole, voire de contestation, qui peuvent finalement être incluses dans ce qu'on appellerait un débat citoyen? C'est-à-dire cette façon qu'on a de penser le top-down, on pose une problématique et puis on va chercher les citoyens qui voudront bien y réfléchir et y répondre. Est-ce qu'il ne serait pas légitime aussi de laisser émerger des questions, voire des contestations, pour les interroger en société? Oui, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense que la question du débat citoyen, elle doit se jouer sur plusieurs tableaux. Et effectivement, parfois, il y a des très bonnes choses qui sont faites dans des débats organisés, mais il faut aussi être extrêmement attentif à des formes de mobilisation sociale qui sont parfois très contestataires, très spectaculaires et qui peuvent être désagréables, mais qui, en général, plus elles sont spectaculaires, plus aussi elles contribuent à faire exister des questions qui sont importantes à prendre en compte. Sur le cas du climat, toute la mobilisation avec Extinction Rebellion, toute la mobilisation de Greta Thunberg, c'était un peu ça. Si on remonte plusieurs années en arrière, sur la question des OGM, le moment où José Bové démonte le McDo dans le sud-ouest de la France, c'est super intéressant ce moment-là, parce que c'est aussi un moment où on se dit, le problème des OGM, c'est pas seulement un problème de risque qui doit être bien évalué, mais c'est aussi un problème politique de quelles sont les trajectoires de l'agriculture et de l'industrie qui sont acceptables, quel type de protection on accorde au terroir, quel type d'indépendance agricole on veut avoir en France, quel type de privatisation est acceptable et quelles autres ne sont absolument pas souhaitables. Donc ce type de contestation qui peut être très spectaculaire, qui ne rentre pas du tout dans l'organisation bien rangée des procédures participatives, est extrêmement intéressante parce qu'elle contribue à rendre public des problèmes qui apparaissent de plus en plus cruciaux. Donc, pour moi, parler de débat citoyen, il y aurait presque un risque à se dire on ne parle que des formes procéduralisées, top-down, dans lesquelles on va organiser le débat et puis aller chercher des citoyens pour qu'ils participent, ce qui est très bien, et je pense absolument qu'il faut le faire, mais il ne faut pas penser que c'est la seule façon de voir se jouer ce débat. À l'autre
bout du spectre, si on veut, il y a aussi des formes non prévues, bottom-up, qui font émerger tout un tas de questions qui sont cruciales à prendre en compte, je pense. Laurence Aymard évoquait le fait que des citoyens tirés au sort arrivaient à un niveau de compétence vraiment suffisant pour pouvoir émettre un avis. De vos études, est-ce que, et vous avez mentionné les Indiens de Guyane, est-ce que vous diriez la même chose? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expert. En fait, la notion d'expert, elle n'est peut-être pas si légitime que ça. Tout le monde peut le devenir, ou du moins tout le monde a voix au chapitre et est un expert de son point de vue à lui. Alors, ça, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, il n'y a pas d'expertise sans institutions qui organisent l'expertise et qui nous disent qui est-ce qu'on peut écouter, à quel moment, etc. Il n'y a aussi pas d'expert sans question qu'on pose. Un expert, il réagit sur une question qu'on lui soumet, un problème qu'il faut traiter, etc. Donc, ça veut dire aussi que potentiellement, l'expert, il doit avoir en tête le fait que les questions sur lesquelles il travaille peuvent être très différentes. Les méthodes qu'il a l'habitude de faire peuvent être variées, etc. Donc, ça veut dire que je ne dirais pas que tout le monde peut être expert, mais je dirais que toute expertise peut être discutée, ne serait-ce que par le type de questions sur lesquelles il travaille. Ça ne veut pas dire que tout expert peut se voir contesté dans son expertise, mais ça veut dire que tout expert peut se dire je suis en train de travailler sur une question, peut-être qu'il y a une autre question qui est aussi intéressante, peut-être que cette question est elle-même liée à d'autres, peut-être que j'utilise telle méthode, et peut-être que d'autres méthodes doivent m'aider à avancer dans mon sujet. Bon. Ceci étant dit, je pense que c'est un tout petit peu différent que de se dire tout le monde peut être expert. C'est plutôt, si on se dit toute expertise peut être discutée, alors il y a peut-être plusieurs formes d'intervention. Peut-être qu'il y a des formes dans lesquelles vous avez des gens qui a priori ne sont pas experts, mais ont énormément de contributions à avoir sur le contenu même de la science et de la technique. Et il y a tout un tas d'exemples. Tous les exemples de recherche participative le montrent. Il y a des exemples qui ont été très très bien décrits d'associations de malades qui connaissent très très bien leur maladie, et même à la limite pour les maladies rares, ce sont eux qui font exister la maladie comme réalité scientifique plutôt que des scientifiques. Donc ça, c'est une forme d'intervention, mais il y en a beaucoup d'autres. Il peut y avoir une contribution qui consiste à poser différemment les questions, qui consiste à dire, par exemple dans le cas du climat, si vous voulez régler le problème du climat, il faut s'interroger sur un ensemble des éléments. Peut-être justement, on n'y avait pas pensé, mais les écrans dans le métro, c'est une question extrêmement importante. Il faut être absolument capable de se poser cette question. Donc ça, c'est encore un autre rôle. Dans ce cas-là, ça serait plutôt sur la formulation des questions que sur l'exploration de la technique. Corollaire à tout ça, c'est que peut-être qu'on peut imaginer différentes formes de procédures, différents dispositifs, différentes formes de débat, différents modes d'organisation qui correspondent aussi à ces différents rôles possibles, l'un n'excluant pas l'autre. Au contraire, je pense que plus on a de cette diversité et plus la démocratie s'enrichit. Dans le cas dont on parlait tout à l'heure sur les panels de citoyens et la Convention citoyenne en particulier, ça montre qu'il est possible et même très intéressant, de faire réfléchir des gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent rien à un sujet, de leur faire réfléchir sur ce sujet-là et de se servir même de cette naïveté préliminaire, on va dire, pour poser des questions qui dérangent un peu, pour repenser les termes du débat, pour mettre sur le tapis des problématiques qui n'avaient pas forcément été anticipées. Merci beaucoup, Brice Laurent. Vous restez avec nous et on reviendra vers vous pour d'autres questions. Valérie Lallemand-Brittenbach, vous êtes chercheuse en cancérologie au Collège de France et vous êtes ici en tant que présidente de l'association L'Arbre des connaissances. Alors, cette association, dont la devise est « Ouvrir la science aux citoyens », s'intéresse en particulier aux jeunes lycéens. Elle défend la mixité sociale par différents moyens et vous cherchez à augmenter le libre arbitre de ce jeune public. Alors, vous avez plusieurs programmes, on y reviendra si le public est intéressé. Apprentis chercheurs notamment, qui consiste à rapprocher des laboratoires d'établissements scolaires qui ne seraient pas trop loin. Maths Digital, qui est un média d'information scientifique sur les addictions. Et puis, Jouer à débattre. C'est un ensemble de jeux de rôle qu'a développé l'association dans le but justement de contribuer à développer le sens critique et l'implication de ces jeunes dans des questions scientifiques. Est-ce que vous pouvez concrètement nous décrire ce que c'est que Jouer à débattre, comment ça se passe, et quand vous le souhaiterez, on passera éventuellement le petit extrait qu'on a sélectionné.
Oui, alors jouer à débattre, c'est, comme vous l'avez dit, un dispositif qui s'articule autour de supports pédagogiques d'initiation au débat. Le jeu de rôle, il y a un rôle central, mais ce n'est pas le seul élément. C'est un élément déclenchant, évidemment, qui s'adresse donc à des publics de lycéens et collégiens. Mais notre première cible, ce sont les professionnels au contact de ces jeunes, c'est-à-dire les professionnels de l'éducation, de la culture et de la recherche, avec l'idée aussi que localement, on va essayer de favoriser la porosité, l'interaction entre ces professionnels, voilà, dans le but de nourrir aussi les débats autrement. Alors concrètement, donc, jouer à débattre repose sur 4 piliers. Le premier, vous l'avez dit, ce sont des jeux de rôle pour les jeunes. Le deuxième, ce sont des guides pour l'animation, puisque l'association, qui est une association de scientifiques nationale, n'a pas pour but d'être elle-même animatrice. Donc il faut aussi légitimer les gens dans leur, les professionnels au contact de ces jeunes dans leur capacité à animer. Donc les enseignants, les bibliothécaires. Des bibliothécaires, des médiateurs qui ne seraient pas dans le milieu scolaire. Ou à l'extérieur, ou dans des centres de culture. Je pense que beaucoup de gens ici présents on travaille avec nos supports. Et puis le troisième pilier, ce sont des ressources que nous avons agrégées au cours de la construction de nos supports de débat, à noter, niveau de difficulté, etc., de neutralité ou pas. Et enfin, des rencontres avec des acteurs, des experts, etc. Alors, juste pour peut-être revenir sur le jeu de rôle, qui effectivement a une place assez centrale, l'idée, c'est, au travers d'une fiction, de placer les jeunes dans un questionnement, une interrogation, en partant d'objets extrêmement concrets, de questions très précises sur des objets, des produits de l'innovation scientifique ou des produits de la science, et non pas de mettre en débat la science elle-même. Ce n'est pas des sujets de controverse scientifique, mais bel et bien de l'impact des sciences dans leur vie quotidienne. Donc là, il y a 3 mots-clés. Comme ça, on va comprendre. Donc, objet précis, je vous donne un exemple, puisqu'on verra une petite vidéo de jeunes. L'intelligence artificielle dans la santé, vous voyez, c'est un champ immense. Donc déjà, on voulait faire des débats sur intelligence artificielle. On l'a fragmenté en sous-débat, en sous-support, voilà. Un dans le transport, dans la santé, puis on en aura un prochain sur les aspects sécurité. Donc, sur la santé, eh bien, on regroupe les jeunes selon une sorte de conseil municipal. Ce conseil municipal rassemble des seniors, des lointains, des centraux, des futuristes, des alters. Et l'objet, pour eux, ce sera de faire des choix entre 3 solutions d'innovation impliquant l'IA pour répondre à des enjeux très précis dans la santé de leur ville. Alors, c'est une fiction, on le place dans le futur pour que les jeunes comprennent bien qu'on est dans un cadre fictionnel. Et l'idée, c'est qu'on commence par une question précise et petit à petit, on va monter en complexité. Ils vont avoir des éléments différents, ce qui va permettre aux jeunes, d'une part, d'adopter des positions qui ne seront pas forcément les leurs, si tant est qu'ils en aient une au départ, de rentrer sur, peut-être commencer non pas par une question très généraliste qui pourrait donner lieu à une opinion et pas des choses précises, mais de forcer, entre guillemets, la construction d'argumentation basée sur des ressources qu'on va leur donner au cours du jeu. Donc c'est vraiment toujours dans ce cadre de l'initiation au débat. Et puis enfin, d'arriver à ce que les jeunes perçoivent qu'il y a des lignes de tension, des enjeux différents, qu'à la fin, on peut se positionner différemment si on se positionne... J'ai un retour hyper aigu, c'est normal? Bon, c'est pas grave. Si on se positionne pour soi-même, c'est-à-dire son groupe, je suis senior, bah finalement, je vais adopter une décision qui ne sera pas forcément la même que mes voisins qui sont des centraux ou des futuristes ou des alters. Et par contre, quand on doit adopter une solution commune, bah comment on fait? Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses-là que permet le jeu, mais le jeu, c'est pas tout. Après, il faut sortir du jeu, parce que les choses commencent vraiment quand on sort du jeu. Avant que vous développiez ça, voilà. On va regarder l'extrait de cette vidéo. Donc ça se passe au lycée Bergson, dans le 19e arrondissement de Paris.
Et donc, ces jeunes jouent avec le scénario intelligence artificielle et santé. À quelques kilomètres de là, les élèves de terminale du lycée Bergson vont devoir choisir entre différentes solutions offertes par l'intelligence artificielle pour mieux soigner. Le système, il analyse les choses bien plus vite qu'un humain normal. C'est comme entre guillemets, un médecin 2.0. C'est rapide et efficace, il n'y a pas d'erreur. Il y a moins de conseils justement humains, ça fait moins de travail. Ouais, on perd le contact humain, c'est vrai ça. Il y a aussi l'avis du médecin et de l'intelligence artificielle. Donc ça minimise le risque d'erreur. La vraie intelligence, genre qui équivaut à l'intelligence humaine, ça n'existe pas. Le médecin, c'est celui qui est qualifié, qui a fait des études pour savoir quelle maladie diagnostiquer et quel traitement il faut utiliser. En plus de débattre, d'argumenter, de négocier, de prendre la parole en public, le jeu permet d'aborder les questions techniques ou éthiques de l'intelligence artificielle. Avant de commencer ce jeu, je connais. C'est de la radio à la télé. Donc, on n'a pas l'image. Oui, c'est marrant parce qu'on les voit en bas. Donc, ce sont des jeunes qui débattent. Hein, c'était ça les images, vous l'avez compris. Un petit commentaire. Et puis, à la fin, ils sont interviewés pour les besoins du film. Et c'est là où ils expriment finalement, pour certains, j'ai changé d'avis. C'était intéressant, ça a soulevé des questions auxquelles je n'avais pas pensé, des choses comme ça. Donc, on voit finalement ce système de construction, d'assimilation de connaissances, et puis ensuite de se forger un avis, de le défendre, de peser le pour, le contre, acquérir du recul, un sens critique. Oui, alors je dirais qu'au-delà de se poser justement le pour et le contre, vous avez tout à fait raison de le poser comme ça, parce que souvent on rentre avec un objet dans la vie quotidienne, encore une fois, des jeunes. Donc je rebondis aussi sur les questions qui étaient posées, de partir de la question de l'autre et pas de ma question, moi, d'experte. D'ailleurs, je ne suis pas du tout experte en IA santé, ça tombe bien. Mais je veux dire, de ne pas partir de la question de l'expert, partir de la question des gens, en l'occurrence là des jeunes. On ne part pas que de la question des jeunes, mais évidemment d'enjeux de société. Hein. Mais globalement, ils rentrent par un rapport bénéfice-risque, mais très vite, ils sont confrontés à des questions éthiques. Et donc, au-delà du pour-contre, je crois, ce que l'on cherche à stimuler chez eux, c'est la notion de pluralité de positionnement. C'est-à-dire que justement parce qu'on est dans le débat public et qu'on ne décide pas, on a aussi le droit et la possibilité, et qu'il faut l'explorer, cette possibilité, de se positionner de façon plurielle. Alors, on est toujours dans le cadre d'un jeu, et toujours dans le cadre de la fiction à ce moment-là. Et donc, on peut se rendre compte, en sortant du jeu, que finalement, selon un certain angle, pour des questions relatives à la santé, à l'environnement, à l'égalité, je vais me positionner de façon, finalement, plus ou moins favorable et peut-être très différente selon ces différents registres. Ce qui passe à l'issue du jeu. À l'issue du jeu, justement, donc il y a toute une partie de sortie de jeu où là, les jeunes vont réfléchir pour eux-mêmes, reparcourir ce qui a été vu, avoir une attitude réflexive. C'est là où on donne un cadre qui est quand même assez souple parce que quand c'est en temps scolaire, et c'est souvent en temps scolaire, eh bien, c'est la liberté de l'enseignant qui s'exerce, parce que c'est là que peut s'exercer aussi la transdisciplinarité, donc faire travailler des enseignants de disciplines différentes ensemble. Et puis, c'est là où les jeunes vont, après, aller creuser sur des ressources, ce qui existe réellement en dehors du jeu. Notre but n'étant certainement pas de chercher le positionnement des jeunes pour eux-mêmes. On n'a pas à faire ça, en fait, ça les regarde. Et puis, en plus, ce n'est pas le cadre de l'école non plus. Mais c'est bien de chercher à les interroger, parce qu'on part du principe que l'interrogation, alors je ne sais pas si c'est un principe d'ailleurs, mais en tout cas, c'est notre motivation, mais que l'interrogation, c'est un des premiers leviers de l'engagement. C'est quand on commence à se dire... attends, il y a un truc que je ne comprends pas, il y a un truc qui m'interroge, c'est quand on gratte un petit peu l'évidence qu'on va commencer à s'engager dans quelque chose. Donc c'est dans la promotion de l'engagement citoyen également. Et puis par ailleurs, ensuite, idéalement, on encourage les enseignants avec leurs jeunes à aller rencontrer des experts, des acteurs, des gens, je dirais, pluriels, si on peut, là encore, avec l'idée aussi que c'est un temps sans enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Donc on a un temps qui est dépassionné, mais avec des jeunes qui ne sont pas là dans la salle en train de poser des petites questions naïves et puis c'est mignon. Ils ont creusé la question. Et donc parfois, et même très souvent, ils ont des questions extrêmement pertinentes avec leur langage à eux. Mais ce qu'on aime à faire, c'est faire en sorte d'inverser, vous voyez, qu'ils prennent ma place.
et que d'autres gens soient assis là, et voire même, idéalement, mais ça c'est difficile et c'est un des objectifs, mais ce n'est pas toujours facile à réaliser, qu'ils prennent votre place. Et donc voilà, c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on travaille sur Jouer à débattre. Vous êtes scientifique, donc la controverse, voilà, vous y êtes habitué, c'est quelque chose de coutumier pour vous. Qu'est-ce que ça change de votre relation avec ces jeunes? Qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Est-ce que pour vous, la controverse, elle a un autre sens désormais? Est-ce qu'elle est différemment exprimée suivant le public? C'est-à-dire que la controverse chez les scientifiques n'a rien à voir avec la controverse dans cette salle ou la controverse parmi des collégiens ou lycéens. Absolument. La controverse n'a rien à voir avec le débat public, d'une part. Donc la controverse, on est sur une question très technique. Elle fait partie de la démarche du scientifique, du chercheur. C'est-à-dire que la première chose, surtout en sciences expérimentales, c'est qu'on établit... on ne tire pas seulement le fil d'une pensée, on met cette pensée à l'épreuve d'une expérience. Si cette expérience conforte notre pensée, très bien, sinon on la modifie. Et une fois qu'on a un résultat, ce résultat, il donne une exactitude dans un cadre précis qui est celui de l'expérience. Mais la science ne s'arrête pas là, la science expérimentale ne s'arrête pas là. Il faut aussi qu'on ait la validation par nos pairs. Qui dit validation dit aussi invalidation, modification, etc. Donc la controverse, ça fait partie de mon métier de chercheuse. Le débat public, c'est bien autre chose. Et très souvent, ce qui est questionné, en tout cas dans ce que j'ai pu en voir, à mon humble niveau et sur les aspects plutôt jeunes, bien encore une fois, ce n'est pas la science elle-même, mais c'est bien l'impact et ce que l'on fait des produits de la science. Les usages, exactement. Et donc, c'est notre niveau. Et moi, je ne suis pas du tout prête à ça. Enfin, dans ma pratique du quotidien, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas répondre à ces questions. Donc, ce que m'a apporté mon engagement, c'est précisément bien de développer, je pense, de nouvelles compétences, de m'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque évidemment, quand vous êtes chercheur, vous êtes extrêmement expert et vous avez tendance à être fermé dans votre... Et de plus en plus, même si on est mondialisé, donc on est à l'international, mais sur un tout petit domaine. Donc, au contraire, ces démarches-là nous amènent à nous ouvrir et puis surtout à nous positionner. C'est-à-dire que moi, je sais quelle est ma place aujourd'hui. Je sais ce à quoi je peux répondre, ce à quoi je ne peux pas répondre. Mais même quand je ne peux pas répondre, je sais quand même comment je peux apporter de l'eau au moulin. En étant modeste, je sais reconnaître l'expertise de l'autre. Et en même temps, tout ça, ça m'a apporté, je dirais, de redonner ou de donner autrement du sens à mon travail. Et ça, c'est important parce que le métier de chercheur, ça a été dit, c'est un temps long. Des carrières où on ne change pas tous les 2 matins de sujet, de thématique. Donc c'est aussi important justement de contribuer au sens que l'on a à chercher. Est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant? Je vous pose aussi la question à vous, Laurence Amar, parce que vous êtes chercheuse, vous devez convaincre de la pertinence, par exemple, d'un sujet de recherche, de la rigueur de votre raisonnement. Mais là, finalement, s'ouvrir, ça veut dire accepter d'être bousculé. Et donc, ces scientifiques que vous avez mis face aux citoyens, est-ce qu'ils ont eu tendance à essayer d'insuffler leur avis, d'imposer leur point de vue, ou est-ce qu'ils ont admis, finalement, ils apportaient une réponse, mais qu'il n'en était qu'une parmi peut-être plusieurs C'est tout le débat qu'on peut faire sur ce que c'est qu'une expertise. Tout à l'heure, notre collègue Brice Laurent en parlait, finalement. Il y a l'expertise du scientifique qui est dans son domaine, qui est pointue, qui va être pertinente dans son domaine. Mais ce n'est pas parce qu'on est compétent sur ce domaine qu'on va pouvoir être compétent sur tout ce qui va autour. Et c'est ce qui m'avait frappé quand je faisais des conférences grand public. Avant, je parlais du climat, mais je me souviens très bien de cette conférence dans laquelle j'étais à Dunkerque et que je parlais donc de l'impact du changement climatique sur les océans, etc. Puis un monsieur se lève et puis me dit « Moi, je suis pêcheur, comment je vais faire pour pêcher si vous mettez des éoliennes en mer ?» Voilà le genre de question qui vous prend totalement au dépourvu quand vous êtes dans votre domaine de compétences et d'expertise et vous ne pouvez pas répondre. Et donc, ça m'a amené à me dire qu'il fallait aussi aborder toutes les questions d'impact, de questions de société qui sont autour de la problématique scientifique de base. Et finalement, c'est quelque chose qui est difficile pour les scientifiques parce que dès qu'on s'engage un peu à côté, on est en terrain mouvant et on risque, on peut se tromper, on devient un citoyen
et non plus un scientifique et un expert. Votre avis là-dessus? Oui, je partage tout à fait votre avis. Je pense que peut-être que une des leçons que personnellement j'en tirerais, c'est justement de travailler toujours à plusieurs, c'est-à-dire que c'est toujours d'associer ceux qui n'ont pas notre compétence. Et donc, bon, voilà, si je suis présidente d'une association de chercheurs, c'est pas parce que je travaille qu'avec des chercheurs, on va travailler avec beaucoup de gens qui sont ici dans la salle en médiation parce qu'ils ont des compétences qu'on n'a pas, parce qu'ils connaissent localement les citoyens dans le territoire sur lequel ils sont, avec des établissements scolaires, avec des jeunes eux directement, et que finalement, en amont, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup entendu le mot co-construction, et je crois que c'est un des éléments essentiels qui nous permet justement à chacun d'être positionné sans être, en étant altéré, parce que je crois que c'est très important de savoir être altéré par l'autre. Donc la déstabilisation, elle en fait partie, mais elle est d'autant plus profitable que l'on est à plusieurs et qu'on travaille ensemble. Et puis aussi peut-être que cette altération, elle ne mène pas à une crispation, et donc on crée un cadre qui soit favorable à mais ça marche pas, c'est pas grave, on n'a pas réussi à se comprendre là, c'est pas grave, tu m'as posé une question, j'ai rien compris à ta question et moi j'ai répondu à travers, et donc l'autre apprend et moi j'apprends aussi, et c'est en pratiquant qu'en faisant. Donc l'expérimentation, à fond. J'approuve totalement. Brice Laurent, vous qui travaillez donc dans ce centre de sociologie de l'innovation, est-ce que vous avez une vision un peu soit européenne, soit internationale de cette question du débat citoyen sur des questions technologiques? Est-ce que, bon, nous en France, on y est venu plus tard que les pays du Nord, avec le succès mitigé, donc on a rappelé. Comment s'y prennent les autres? Est-ce qu'il y a des initiatives plus originales que celles que l'on a prises? Est-ce qu'il y a des pays qui, par culture, finalement, acceptent mieux ce débat citoyen, s'en sortent mieux? Oui, la question est intéressante. Juste peut-être un tout petit point pour revenir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la discussion. Il y a un point un peu où il s'agit peut-être d'équiper le citoyen pour participer à des débats publics, mais aussi équiper les scientifiques pour qu'ils puissent aussi se mettre dans la position où ils peuvent contribuer. Donc peut-être qu'il y a une composante pédagogique là-dedans, mais elle est dans tous les sens. Tout le monde doit apprendre, et pas seulement les bons scientifiques. Oui, sur la question de l'international, c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance en France à dire forcément les autres savent mieux le faire que nous. Et voilà. Alors c'est en partie vrai. Enfin, par exemple, la Convention citoyenne, c'est le dispositif de panel de citoyens, ça vient d'autres pays, ça vient notamment c'est beaucoup utilisé au Danemark, et c'est vrai qu'au Danemark c'est très institutionnalisé, c'est très lié avec le fonctionnement des institutions, et en un sens on pourrait se dire oui, là on a un exemple où ça se passe mieux que chez nous. Mais je pense qu'il faut prendre cette question de façon un peu plus sophistiquée, parce que on sent bien que toutes ces histoires de débat public, c'est très très lié au fonctionnement institutionnel du pays, et c'est très lié à l'organisation presque constitutionnelle, en fait, de se dire qui prend des décisions, à quel moment, à qui on fait confiance, qu'est-ce qu'on délègue à quoi, etc. Par exemple, au Danemark, c'est un pays où les décisions sont beaucoup prises par consensus, où tout est fait pour que justement on arrive à un consensus sur certaines questions. Ce n'est pas du tout le cas en France, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, dans les pays de droit commun par exemple, où l'arène juridique est très très importante pour discuter des questions techniques, parce que justement des experts vont s'affronter en étant mobilisés par chacune des parties. Et dans ces pays de droit commun, c'est encore un autre cas dans lequel le débat public, presque par nature, ne peut pas du tout prendre la même forme que dans un cas comme le cas français. Donc il y a une forme d'inventivité à avoir, je pense, même un peu d'innovation institutionnelle, pour se dire qu'est-ce qui convient le mieux aux institutions françaises pour qu'elles parviennent à ouvrir les questions scientifiques et techniques au débat citoyen. Il y a déjà tout un tas de tentatives. La Commission nationale du débat public, qui est maintenant une autorité, depuis assez longtemps, maintenant depuis 20 ans, qui est une autorité administrative indépendante, c'est quelque chose comme une invention institutionnelle pour permettre l'extension de la pratique du débat citoyen. Il y a eu toutes sortes de propositions qui étaient intéressantes, par exemple utiliser un peu plus la troisième chambre de la République, donc le Conseil économique, social et environnemental,
comme non seulement un lieu de discussion, mais aussi un lieu qui, par exemple, pourrait participer à l'organisation de conventions citoyennes. Ça pourrait aussi s'imaginer, ça serait aussi une façon de faire cette espèce d'innovation institutionnelle qui permettrait d'intégrer encore plus ces questions de débat public au fonctionnement des institutions françaises. J'ai une dernière question pour tous les trois et après on passe la parole à la salle. On parle toujours de débat science-société et si on inversait la proposition, est-ce que ça changerait quelque chose? Parler de débat société-science. Voilà, j'essaie. Brice Laurent, allez-y, vous avez la parole. Mesdames, réfléchissez. J'allais dire sur toutes ces questions intéressantes, même de faire la distinction entre les deux, ça n'a pas forcément de sens parce que si on parle de changement climatique ou de propriété privée ou des données ou de protection de la vie privée ou d'intelligence artificielle, là-dedans, il y a des avancées techniques, il y a aussi des comportements, il y a aussi des fonctionnements des institutions, il y a aussi de la réglementation. Donc déjà, pour bien être posé, le débat, c'est plutôt quelle société voulons-nous et avec quoi, plutôt que, étant donné une technologie, quels en sont les impacts. Donc, si on prend ça en compte, c'est vrai que ça ne peut pas être tellement un débat qu'on formulerait uniquement en étant voilà la science, allons vers la société et essayons d'en parler avec elle, mais plutôt collectivement, quels sont les bons choix à prendre et qui doit s'investir pour prendre ces choix. Donc, en l'occurrence, oui, c'est peut-être un débat société-science, mais c'est surtout un débat sur quelle société voulons-nous, la science étant une composante de tout ça. Oui. Laurence Sémant, vous adhérez? J'adhère totalement, parce que c'était exactement le sens de la Convention citoyenne sur le climat. On ne leur a pas demandé de débattre sur le changement climatique. Le problème, ce n'est pas la science. Le problème étant de savoir en quoi, comment, étant donné le changement climatique en cours du fait des activités humaines, on peut limiter les dégâts à venir sur ce climat. Donc on était vraiment un débat de société sur les mesures qui seraient susceptibles d'être prises en changeant finalement le fonctionnement de la société dans ce but. Donc on est bien dans un débat de société dans lequel l'expertise scientifique n'arrive que comme une information éventuellement discutable sur un certain nombre d'aspects, mais en tout cas qui est plutôt à... quand on disait que mes 150 citoyens avaient acquis une compétence, je n'ai pas dit qu'ils étaient experts, parce qu'en réalité, ce n'est pas une expertise, c'est une compréhension globale et transversale des questions, parce que justement, ils l'ont pris du point de vue de la société au défi de ce changement climatique. Donc c'est différent. Oui, évidemment, je suis d'accord. Alors, je vais vous poser une autre question. Ah bon, très bien. Quel rôle les industriels doivent-ils avoir dans le débat citoyen? Alors, en ce qui concerne les jeunes, nous, on est vraiment un cran, je dirais, au-dessus. C'est-à-dire que l'idée, pour renverser, répondre à votre première question également, c'est qu'on rentre par la vie quotidienne des jeunes, par quelque chose qui les concerne dans la vie quotidienne. Donc, on est dans la société. Et on questionne des objets, essentiellement, sur la plupart des supports, les thématiques de support qu'on a, des innovations technologiques. Donc, évidemment, derrière, il y a des industriels. L'idée, c'est de ne pas dire qu'il y a des grands méchants et des grands gentils. Hein. C'est évidemment pas ça. Et comme on se situe bien en amont, je dirais que pour nous, c'est éveiller les jeunes, encore une fois, à la notion d'enjeu, de ligne de tension et surtout de compétences psychosociales. Parce que si vous n'avez pas développé certaines compétences psychosociales, il est très difficile pour certains de ces jeunes, devenus adultes, de se sentir légitimes, justement, à les questionner, pourquoi pas des industriels, à participer à des débats, etc. Donc d'abord, il faut légitimer, sortir la science de son rôle purement scolaire, de réussite scolaire, c'est une autre forme de réussite qu'on peut avoir là. Et c'est parce qu'on se sent légitime qu'on va pouvoir justement échanger avec des industriels. Mais dans nos partenaires, nous avons des associations de citoyens, nous avons également des entreprises qui font de l'innovation. Hein. Très bien. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je suis toujours Robert Nardon, toujours chercheur au laboratoire d'histoire des technosciences en société au CNAM. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir participé d'avoir assisté à une
deux mêmes représentations avec toi. Et que. Qu'est-ce que vous appelez une représentation? 2 séances de jouer à débattre, c'est ça? 2 séances, oui. Et qu'en même temps, j'ai été, à la demande de l'Office parlementaire, j'ai assisté en tant qu'observateur à la première conférence citoyenne sur les OGM, et qu'en 2019, avec 2 collègues du laboratoire, on a répondu à un appel à communiquer à Québec, et on a communiqué sur 2 conférences citoyennes, celle sur les OGM et celle sur les déchets nucléaires. Okay. Merci. Bon, il se trouve que les vidéos de la captation du débat sur les OGM ont disparu. On n'a pas réussi à les trouver. On a cherché vraiment partout pendant presque un mois. Par contre, on a à disposition, vous pouvez les trouver sur YouTube, toutes les vidéos de préparation au débat dans la conférence citoyenne sur les déchets nucléaires. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? À 98%, je les ai toutes étudiées, et c'est mon métier en plus de les étudier comme ça, enfin d'étudier le discours qui passe par l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à 98% un cours magistral d'une personne qui sait, devant un public très sage, qui posait des questions de « je ne sais pas » et vous savez. En gros, c'est ce qu'on a vu pendant... Alors, je ne parle pas de la conférence à laquelle vous avez assisté, je parle uniquement de celle-ci. Celle sur les date un peu, peut-être qu'il y a eu une évolution. Ça date, c'est pas si vieux que ça, je n'ai pas la date, si quelqu'un là, peut-être que... Comment? Non, je ne parle pas des OGM. Vous parliez des déchets nucléaires. Je parle de celle ça a au moins 5 ans. Oui, c'est ça. Ça va vite en ce moment. Oui, d'accord. Bon. C'est à peu près ce qu'on a vu, quoi. Donc, des gens qui ne savaient pas et des gens qui savaient. Donc, on est toujours... Et je voudrais vous remercier, Valérie, pour ce que vous avez répondu à une question que je voulais poser tout à l'heure sur qu'est-ce que nous, chercheurs, apprenons de cette relation dans la circulation. Moi, je préfère parler de circulation, des savoirs, plutôt que de médiation. Parce que les savoirs circulent, il y a des endroits où ça circule comme ça, il y a des endroits où on est au milieu du fleuve, il y a des endroits où on est un petit peu sur la berge, mais ces savoirs traversent toute la société en permanence, soit à travers les émissions de télévision, le journal télévisé, les documentaires sur Arte ou sur France 5, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution. Qui d'autre a une question pour l'un ou les 3 experts? Oh là là, oui, madame. J'ai une bonne nouvelle, c'est que j'étais membre du comité de pilotage de la conférence des citoyens sur les OGM, donc vous voyez, qui remonte en effet. Et je ne sais plus pourquoi, comment... Enfin, j'ai les vidéos. Si vous voulez les avoir... je les ai. Donc, si vous voulez... Merci, Universcience. Très bien. Alors, vous en parlerez à la pause, parce qu'on va vous réserver une petite pause. C'est formidable. Vous savez... Pardon. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que donc, je rejoins, mais totalement, complètement, les observations que vous avez faites sur la dernière conférence des citoyens. Parlez bien dans le micro. C'est-à-dire, c'est la montée en compétence des citoyens, et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que ça s'inscrit dans du long terme. Quand même, une conférence de citoyens, ça ne dure pas une journée, ça dure des semaines. Et on voit bien cette montée en compétence. Et la deuxième chose que vous avez soulignée, et qui m'avait beaucoup frappée, et je pense que là, on a changé, c'est la maladresse des scientifiques. Ils étaient confrontés à des citoyens qui avaient réfléchi, qui avaient des questions pertinentes à poser, et ils ne savaient pas comment se positionner par rapport à ces questions, et ils ne savaient pas comment répondre. Et quand on est sorti de cette conférence de citoyens, la première question qui nous est venue à l'esprit au niveau du comité de pilotage, c'est de dire qu'il va falloir faire un gros travail de médiation auprès des chercheurs pour leur apprendre à dialoguer avec la société. Et donc, le troisième point, juste pour venir sur la recherche participative, c'est que ensuite, moi j'étais de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Et donc, l'expérience des conférences de citoyens m'a amené à regarder de plus près justement ce qu'est la société par rapport à la recherche médicale. Et naturellement, les associations de malades qu'on avait totalement ignorées, je me suis dit, mais c'est absolument essentiel que l'INSERM travaille avec ces associations. Donc, on a monté l'ensemble de ça. Et donc, ce que vous avez dit sur la recherche participative, ça ne résume pas l'ensemble d'un partenariat qu'on peut avoir entre des chercheurs d'un côté et des associations de malades et la société, mais c'est un élément extrêmement difficile. Nous, ça fait 10 ans qu'on a essayé de monter des recherches participatives. C'est quand même très difficile, mais ça avance. Et notamment le dernier dont j'ai entendu parler, c'est l'Université de Strasbourg, avec le projet GENIDA, qui est un projet de recherche participative sur l'autisme et la déficience intellectuelle. Mais évidemment, là, on voit bien que c'est le numérique qui l'emporte. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire de la recherche participative parce qu'il y a les outils numériques qui le permettent aussi. Voilà. Alors, vous vouliez réagir à ça, Laurent ? Non, je voulais réagir un peu sur un point qui a été souligné, c'est la passivité du public. Et c'est quelque chose qui est effectivement assez classique quand on fait une conférence grand public. On a l'impression parfois, alors soit on a un public déjà quasi captif du genre anciens chercheurs, anciens ingénieurs qui sont prêts là, bien remontés pour vous poser des questions, soit c'est un public, alors genre public conférence dans un lycée ou en premières années d'université, plutôt passif, disons. C'est parce qu'ils n'ont pas fait jouer à débattre. Non, mais précisément. Et en fait, justement, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, si on veut éviter ça, il y a la démarche de participation et des démarches d'animation participative sont essentielles. Et ça a été pris en compte, voilà, dans la Convention citoyenne pour le climat, ça a été immédiatement pris en compte. Il y avait une équipe de professionnels de l'animation qui n'intervenait pas dans les débats, qui se contentait d'organiser la prise de parole de façon à faire une chose qui est très importante et que beaucoup de mes collègues connaissent. Il y a une petite dissymétrie de genre qui s'installe dans la prise de parole du public, n'est-ce pas, ceux qui posent des questions. Les femmes à prendre la parole. Voilà. Et bien, dans la Convention citoyenne, j'ai vu très vite que tout le monde prenait la parole. Et ça, c'était très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail d'animation qui a été extrêmement efficace au sens de la mobilisation de chacun et pour éviter qu'il y ait des participants qui restent dans leur coin pendant que d'autres monopoliseraient la parole. Et justement, alors sur les leaders, parce que dans un groupe, il y a souvent un leader qui émerge. Est-ce que vous l'avez vu ? Un chercheur, dont je tairai le nom, me disait que pour lui, cette convention citoyenne n'aurait eu de valeur que si en parallèle on en avait fait une autre et que les deux étaient arrivés au même résultat. Que pensez-vous de ces deux points ? Il y a des leaders qui émergent et qui vous embarquent tout le monde. Forcément, à un certain moment, quand certains sont venus présenter leurs propositions à l'ensemble du groupe, ceux qui savaient le mieux l'exprimer ont peut-être eu plus d'adhésion que les autres. Mais on ne peut pas dire, je n'ai pas eu l'impression que des orateurs flamboyants, je n'ai pas assisté à toutes les séances publiques, hein, c'était trop lourd, mais ça ne m'a pas frappé. Et ils ont travaillé en groupe de travail sur des thématiques ciblées, hein, c'était se déplacer, se nourrir, se loger, etc. Et donc comme ils étaient sur des questions très concrètes et dans des petits groupes avec des animateurs professionnels, je pense que ça a tempéré beaucoup l'effet leader naturel qui prend la parole et qui éteint tout le reste du groupe. Brice Laurent, sur le fait de faire 2 conventions citoyennes en parallèle et on augmente l'échantillon. Je voulais réagir sur la question du panel de citoyens, parce que c'est vrai qu'il y a plein de problèmes d'organisation, justement pour assurer l'animation du groupe, pour faire en sorte que tout le monde prenne la parole. Enfin, les dynamiques de discussion, ça maintenant, elles sont bien connues, et la Convention citoyenne a l'air d'avoir été un bon exemple. Il me semble que c'est aussi un bon exemple, justement parce que les thèmes de discussion sont liés aux préoccupations des participants. C'est-à-dire, pourquoi participer à un débat citoyen ? C'est parce qu'on est concerné par le sujet, c'est parce qu'on a envie de dire quelque chose sur un sujet qui nous concerne. Pourquoi la recherche participative, ça marche particulièrement bien avec des associations de patients ? C'est parce que le sujet les concerne directement. Donc évidemment que ces gens-là ont envie de s'investir dans la collecte et la fabrication de données scientifiques. Donc ça, c'est un premier aspect.
L'autre aspect, c'est que je pense, et là c'est une réaction à la remarque sur la Convention de citoyens sur les déchets radioactifs, où la personne a vu des gens qui écoutaient passivement un expert leur raconter quelque chose. Je pense que fondamentalement, le format panel de citoyens peut pas être la seule et unique réponse à la participation, parce que c'est vrai qu'elle peut être conçue comme on va chercher quelqu'un qui est un peu construit et d'ailleurs activement fabriqué comme un citoyen bien nettoyé de toute connaissance ou de toute préoccupation liée au sujet, pour lui exposer l'état de la connaissance à un moment donné et pour qu'ensuite il puisse donner son avis. Donc il y a là-dedans une vision finalement presque un peu naïve du citoyen bien neutre et bien dégagé de toute préoccupation, à qui on pourrait fournir l'état bien objectif de la connaissance telle qu'elle est à un instant donné, alors que sur tout un ensemble de sujets, ça serait très difficile de formuler les choses en ces termes. D'ailleurs, sur la Convention citoyenne, ça serait bizarre de formuler les choses en ces termes-là. Il faut savoir aussi que le recours au panel de citoyens sur des sujets très controversés, il a été très critiqué par des associations contestataires qui ont vu un moyen de les court-circuiter. Et d'ailleurs, le cas du débat sur les déchets nucléaires, il est assez caractéristique. Hein. C'est parce que les réunions publiques se passaient mal, au sens les discussions étaient aussi animées, ce serait un euphémisme, et la critique anti-nucléaire était très très forte, que le panel de citoyens a pu apparaître comme un moyen de faire que le débat se tienne quand même, mais avec des citoyens bien sélectionnés, avec un format qui est bien contrôlé, etc. Ce qui, on peut l'imaginer, ça n'a pas du tout été considéré comme une solution légitime par les associations les plus critiques. Donc évidemment, tout ça, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire de panel de citoyens. Je pense que c'est d'ailleurs l'exemple de la Convention citoyenne le montre, ça peut être extrêmement intéressant, mais il faut aussi réfléchir à presque quel type de philosophie politique ça se fonde et comment elle peut être aussi utilisée pour mettre de côté d'autres groupes qui ne s'expriment pas dans ces formats-là. Cela dit, juste pour compléter sur l'idée d'une deuxième convention, aurait-elle donné des résultats différents? Aucune des mesures qui ont été proposées était vraiment très originale. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est de compiler les mesures possibles dans le domaine de celles qui étaient quand même déjà plus ou moins envisagées et qui étaient suggérées justement par les ONG, par les personnes engagées aussi. Donc en fait, je ne suis pas sûre qu'on serait arrivé avec une deuxième convention citoyenne tirée au sort indépendante à quelque chose de très différent. À mon avis, on aurait convergé pour des raisons pratiques. Oui, et puis par ailleurs, si je peux juste revenir là-dessus, parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question sur la deuxième convention citoyenne, je trouve que c'est complètement... c'est très très bizarre de raisonner comme ça, parce que ça fait comme si les conventions citoyennes et ces espèces de photographie de l'opinion à un instant donné, comme si c'était une mesure scientifique de que pensent les citoyens à un moment donné. Et le fait de les penser comme ça, c'est assez réducteur. Ça nie le fait que c'est des lieux de délibération, des lieux d'exploration qui sont censés alimenter la prise de décision. Et dans un monde où ces dispositifs-là sont répandus, ils sont constitutionnalisés, ils sont liés à la prise de décision et ils deviennent des outils politiques comme d'autres pour faire des choix. On ne se dira jamais, on a fait une élection, on va en refaire une autre pour vérifier que la première, c'était la bonne. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, si vous permettez, je donne la parole à monsieur là-haut et après je reviens à vous, comme vous l'aviez déjà eu, et après Jean-Michel. Oui. C'est là-haut, c'est moi? C'est vous là-haut. Oui, je voulais donner deux exemples et poser peut-être deux questions sur cette idée d'ouverture. C'était très intéressant ce débat. Matteo Merzagro de l'association TRAS, une des choses qu'on fait dans notre association, c'est donner des formations. Disons qu'on a aussi des formations pour les chercheurs, certaines formations dans le cadre de l'école de la médiation avec Universcience aussi. Les formations pour les chercheurs, on en a deux types. Un, on apprend aux chercheurs à parler en public, en gros à convaincre, à conquérir l'attention. La deuxième, on essaye de préparer les chercheurs à écouter les publics, c'est-à-dire à essayer de retrouver un sens à ce qu'ils font dans un contexte social différent de ceux dont ils travaillent. Or, quand on propose ces deux formations, tout le monde aime la formule de la deuxième, tout le monde paye pour la première. Personne n'est disposé à investir dans une formation de chercheurs qui n'est pas pour
faire de la conquête d'attention, vente. mais faire le travail qui devrait être le travail du chercheur, c'est-à-dire savoir écouter, savoir lire, savoir appréhender le monde autour de lui. Donc il y a une modification culturelle profonde qui doit se faire si on veut faire au chercheur ce qui est son métier, même quand il fait de la vulgarisation. Et il y a une deuxième question que je trouve c'est important, qui est, il y a eu récemment une conférence à la conférence des présidents d'université, et au sein de l'Alliance Sciences et Sociétés, l'ALIS, il y a pas mal de monitorage des choses qui sont en train de se passer dans ces domaines. J'ai l'impression que certaines universités et certains éléments des universités et des centres de recherche sont en train d'entamer une transformation très profonde de la façon de travailler. J'entendais le vice-président Sciences et Sociétés de Strasbourg dire cette transformation est au cœur de l'existence même, de la survie même d'une recherche indépendante, d'une recherche qui peut aussi répondre aux besoins de la société et à la survie même de certaines universités, surtout les petites. Donc cette transformation qui va complètement bouleverser les façons dans lesquelles travaille le monde de la recherche, j'ai l'impression que le monde de la médiation scientifique passe complètement à côté de la plaque et n'est pas capable de l'interpréter pour construire une forme de médiation qui soit favorable aussi à construire, à protéger et faire continuer cette forme de recherche. Merci beaucoup. Alors, Jean-Michel Courty, après je reviens à vous, monsieur. C'est pour revenir sur un point que vous avez abordé en disant que dans ces débats citoyens, l'une des questions, c'est dans quel monde voulons-nous vivre, hein, qui est en fait une question politique. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à ces dispositifs, où est le politique? C'est-à-dire que là, on a la science, les citoyens, avec l'impression qu'en faisant discuter les citoyens sur la science, on va pouvoir trouver dans quel mode de société on veut vivre, alors que ça, c'est un choix de valeur et justement des débats qui sont des débats politiques. Ah, oui, mais on a le droit de donner son avis, justement, quand on est citoyen, sinon oui, ça s'appelle la monarchie. Non, mais c'est comment ça s'articule par rapport au débat politique qui a lieu par ailleurs. Et pour continuer, on voit qu'on a une montée en puissance de l'expertise des citoyens, on va avoir une montée en puissance de l'expertise des scientifiques qui interagissent avec, et les politiques dans l'affaire. Ne les oublions pas, c'est vrai. Où sont-ils? Alors, qui veut répondre? Juste peut-être une réaction à ça, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, allez-y. Très bien. Non, oui, je dis c'est un problème classique. Ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure en se disant c'est bien beau de débattre, mais s'il n'y a aucune connexion avec la moindre discussion que ce soit, on est quand même dans une situation difficile. Donc oui, je pense que c'est un problème absolument crucial qui a été... disons, ça avance, mais dans certaines directions. Par exemple, sur les projets d'infrastructure, c'est sûr que maintenant, dans la loi, il y a la nécessité de la CNDP. Le maître d'ouvrage doit expliquer comment il a pris en compte le résultat du débat public. C'est inscrit dans la suite des projets. Et voilà. Et donc là, c'est un exemple un peu de connexion qui se fait. Mais sur énormément de débats, je pense que le problème se pose. Et d'ailleurs, sur le cas de la Convention citoyenne, toute la discussion qu'il y a eu, mais en fait, quelle est la légitimité de ces citoyens? Est-ce qu'il faut prendre en compte ou pas le résultat de leur travail montre que la question n'est pas du tout résolue. Alors, moi, je répondrai en ce qui concerne la place des jeunes. Évidemment, on ne va pas leur demander de se positionner et on ne va pas leur demander d'influencer sur le politique parce que de toute façon, les jeunes, ce n'est pas le problème, c'est jamais le problème. Donc déjà, les scientifiques ont du mal à les entendre, les spécialistes de l'éducation ont du mal à les entendre, donc tout le monde a du mal à les entendre, en particulier quand on veut faire de la mixité sociale. Donc ça, c'est un premier point. Néanmoins, je dirais que je trouverais ça dommage d'opposer interrogation et décision. Et je crois quand on a voulu commencer, on a construit Jouer à débattre à l'issue d'une étude qui avait été menée entre le ministère de la Culture et l'INSERM sur la place des jeunes dans les sciences et les médiathèques au départ. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait cette question du débat chez les jeunes et on s'est rendu compte qu'il y avait une place totalement vacante. Et on a mené une petite étude et on s'est rendu compte que la seule chose qui existait en support réel, alors il y a beaucoup de choses qui étaient faites en Suisse, donc
je ne sais pas si Richard Emmanuel Estès est encore là, mais évidemment, donc le débat, même dans l'éducation, avait déjà une place en Suisse. Néanmoins, il n'y avait pas de support concret physique. Et la seule chose qui existait en support réel, réutilisable, où on accompagne n'importe quel animateur, je dirais, à être légitime à animer des débats avec des jeunes, eh bien, c'était un dispositif de l'Union européenne qui s'appelait Play Decide. Et au final, ce dont on s'est rendu compte en creusant un peu ce support, c'est qu'il ne pouvait concerner que des parties prenantes, que déjà des groupes déjà constitués pour s'intéresser aux questions qui étaient... C'était trop technique, trop élevé? C'est le fait de décider... Oui, certainement, c'était assez pointu, c'était... orienté d'une façon, et surtout la nécessité de se positionner, donc à la fin, en fait, c'était pas du tout adapté aux jeunes d'abord, et puis ce côté positionnement, en fait, amenait à quelque chose d'assez réducteur. Et donc, c'est aussi pour cette... Enfin, je dirais qu'il y a différentes étapes, et que les choses ne s'opposent pas, et que c'est pas parce que on n'arrive pas à décider qu'il faut quand même pas débattre, et c'est pas parce que les politiques sont pas là qu'il faut pas inciter à de la montée en compétences pour arriver à débattre, et pour tout le monde. Encore une fois, j'insiste sur ce tout le monde, parce qu'on exclut beaucoup de gens, en fait, sinon dans le débat public. Oui, c'est ce qu'on n'a pas vu dans les images, mais effectivement, on voyait que c'était un public extrêmement varié, et pas des lycéens du lycée Henri IV, pour le dire de Pas trop, non. Pas du tout. Hein. Ma question, c'était pas ça manque, c'était et après. Comment on les... Oui, j'ai envie de dire que quand la Convention citoyenne sur le climat a été constituée, on leur a demandé de jouer ce rôle intermédiaire finalement entre les experts scientifiques et la décision politique, puisqu'on leur a demandé de proposer des mesures applicables. Et ils avaient même une équipe de juristes pour essayer de gommer un peu ce qui était inapplicable et de fournir quelque chose qui soit déjà utilisable et exploitable au niveau politique. Pour moi, le problème et le déficit à ce niveau-là, c'est le déficit de culture scientifique de nos politiques, qui est là est tel que, en fait, ils sont à la fois, ils ne supportent pas d'être dépossédés de ces débats qui touchent à la technique et à la science, mais en même temps, ils n'arrivent pas à y apporter quelque chose de significatif dans la plupart des cas. Il y a quelques exceptions, heureusement, mais c'est une minorité. Globalement, dans le panel politique en général, y compris à commencer par les édiles dans les villes, et on se rend compte que sur des sujets aussi directement importants comme justement, j'ai envie de dire, la transition écologique dans les villes, il y a eu un manque de culture qui est globalement absolument effarant. Donc on a l'impression qu'il faudrait d'abord fournir et former et les amener à ce débat, eux aussi, à réfléchir et à débattre sur les questions qui sont importantes aux frontières, non pas la science en tant que telle, mais l'application de la science dans leur activité et dans leur travail. Monsieur. Je voudrais faire d'abord une remarque concrète sur ces conférences citoyennes dont on parle depuis un petit moment, comme ça. Si je me réfère... Pardonnez-moi, c'est la seule que j'ai vue en vidéo dans le détail, c'est-à-dire qu'il y avait une douzaine d'heures de vidéos. Alors c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est sur plusieurs semaines, mais c'est que le week-end, hein, donc c'est que 2 jours chaque fois. Et on a, je vais utiliser une métaphore théâtrale, on a un acteur et des spectateurs, contrairement à jouer à débattre, où on a des acteurs-spectateurs. Pourquoi dites-vous ça? Pardonnez-moi, moi j'ai assisté à des week-ends, c'était pas ça. Dans la conférence citoyenne sur les déchets nucléaires, merci, en fait, il y avait 3 dispositifs. Il y avait un dispositif de conférence, donc avec un conférencier qui exposait des trucs, etc. Il y avait un deuxième dispositif avec une salle de classe avec très peu de personnes et 3 intervenants qui prenaient la parole et qui se parlaient entre eux, mais toujours dans la même disposition qu'on a aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire les acteurs et les spectateurs, même si les spectateurs pouvaient poser des questions, évidemment. Donc ça, c'était le deuxième dispositif. Et puis, il y avait un troisième dispositif où il y avait une salle de classe avec un professeur, parce que c'est comme ça que c'était installé physiquement, c'est-à-dire qu'il y avait des tables avec des chaises et des gens derrière les tables, et un professeur avec soit un PowerPoint, soit un tableau, et qui expliquait ce qu'il fallait comprendre, avec des questions
plus qu'avec avec des interrogations, avec des questions, avec des inquiétudes, etc. Mais le dispositif, ce n'était pas du tout le dispositif de jouer à débattre. Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, quoi. Pourquoi pas très top-down. Voilà, et là, je rejoins ce que disait mon collègue ce matin, mon collègue Michel Lété, sur le théâtre. C'est la qualité de jouer à débattre, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui s'informent et qui jouent le rôle du contradicteur ou de... voilà. Voilà. Peut-être que les conférences citoyennes, c'est le côté positif de mon intervention, c'est peut-être d'aller vers ça et de demander aux citoyens de jouer le pour et le contre. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Le plus controversiel, c'est l'énergie nucléaire. Moi, j'ai participé à plusieurs débats. Je n'ai pas vu un seul débat apporter quelque chose. Il y avait le côté sauvons le climat, qui étaient les pro-nucléaires d'ailleurs, et puis il y avait les autres. Mais je crois qu'il y avait certainement un gap dans l'information scientifique qui aurait permis de faire le choix, qui est tellement grand qu'il aurait fallu vraiment dire on le fait en deux temps. On fait dans un premier temps une certaine formation, quels sont les avantages, la durée de vie des radioisotopes versus l'économie du plutonium, disons n'importe quoi. Et puis dans un deuxième temps, au bout d'un an, on discuterait, et la réponse n'est peut-être pas évidente d'ailleurs, mais c'était tellement brutal d'être pro ou contre, c'est que les Allemands, Nein, c'est vraiment le Nein brutal, même si ça importe. Et tous les dossiers ne sont pas, à mon avis, mettables dans cette situation-là. Il faut qu'il y ait un minimum de connaissances. C'est comme si on parlait deux langues différentes et qu'on essayait de faire un débat. Voilà. Donc dans ce cas-là, moi, je n'ai pas réussi, je n'étais pas le leader de ces débats, mais j'y étais, je n'ai pas réussi à voir que quelque chose en sorte. Chacun est reparti avec ses mêmes idées. Et voilà, le nucléaire, vous avez raison, c'est très clivant, comme on dit. Brice Laurent, il n'y a pas que le nucléaire. On a évoqué les ONG, les nanotechnologies. La 5G, on est en train de partir sur le même chemin, non? Qu'est-ce qui explique qu'effectivement, il y a des sujets où on n'arrive pas à avancer sereinement? Sur le nucléaire, je pense que c'est un bon sujet parce qu'on a l'impression, effectivement, comme le disait monsieur, c'est extrêmement compliqué. Il y a à la fois d'énormes choix de politique industrielle et de politique énergétique et des considérations physiques sophistiquées. Donc, c'est vrai que dire on va faire un débat, une réunion publique et on va parler de nucléaire, ça a assez peu de chances d'aboutir, si ce n'est à expliciter des positions qui, de toute façon, existaient déjà avant le débat. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe concrètement dans le nucléaire, on voit qu'en fait, il se passe énormément de choses. Il y a énormément de situations où on voit que des formes d'interaction entre sciences et société ont changé des choses. Typiquement, regardez la gestion des déchets nucléaires. Aujourd'hui, dans la loi, il y a un principe qui est le principe de réversibilité, de dire qu'il ne s'agit pas d'enfouir les déchets une fois pour toutes en couche profonde pour les oublier pour toujours, mais on doit se donner la capacité de se reposer la question régulièrement, de voir comment on change le principe de l'enfouissement et on construit un laboratoire souterrain pour ça. Ça a été pas mal étudié par un collègue politiste et sociologue des sciences qui s'appelle Yannick Barth et qui montre bien que c'est les controverses aussi extrêmement violentes sur des choix techniques, qui là en l'occurrence était l'enfouissement en couche profonde, qui ont fait qu'à la fin, on a changé de fusil d'épaule, on a inventé autre chose, on a inventé un autre principe qui est celui de la réversibilité. Alors c'est sûr que ça ne satisfait pas tout le monde, parce que si vous êtes anti-nucléaire, vous pourrez vous dire, oui, réversibilité, ça veut dire qu'on va pouvoir toujours continuer à faire du nucléaire. Néanmoins, à la fin, on a bien produit quelque chose suite à quelque chose qu'on pourrait décrire en première approximation comme un débat, mais qui en fait, qui n'était pas tellement un débat, c'était plutôt là une controverse qui s'est déployée dans tout un tas de lieux, à l'Assemblée nationale, dans des réunions publiques, dans des manifestations, etc. Donc tout ça pour dire que même je ne pense pas qu'il y ait des sujets qui soient par essence réfractaires au débat. C'est juste que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, toute forme d'expertise, toute forme de connaissance peut être discutée, ne serait-ce que pour essayer d'expliciter, de mettre en question
les présupposés sur lesquels elles se fondent, les questions qu'elles ne posent pas, les personnes qui sont mises de côté, etc. Donc là, sur la 5G, par exemple, c'est un cas intéressant. Est-ce que dans l'intervention récente du président de la République semblait dire que les gens qui refusent la 5G, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y avait aucun risque et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas de s'opposer à la 5G. À cela, on peut répondre peut-être, mais est-ce que la bonne question, c'est la question du risque? Est-ce que la bonne question, ça ne serait pas la 5G, pourquoi faire et qu'est-ce qui fait qu'on en a besoin? Peut-être que les opposants à la 5G font une évaluation qui est en fait assez rationnelle en se disant pour moi personnellement qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis très content d'avoir une vidéo un poil plus rapidement que je ne l'aurais eu avec la 4G? Est-ce que je mets en balance cet apport avec un risque qui est peut-être très très faible, mais bon, un risque très très faible à côté d'un bénéfice nul, le calcul est vite fait. Évidemment, l'intérêt de la 5G, il est beaucoup plus industriel que pour le consommateur. Mais ça veut dire là aussi avoir une discussion sur en fait, quelles sont les priorités de l'industrie aujourd'hui, sur quoi elle a besoin. Si elle a besoin de la 5G, est-ce que c'est pour accélérer certains processus de production, mais alors pourquoi on veut le faire, etc. Donc là aussi, c'est un débat qui est problématique si elle est mal posée. Si elle est posée directement sur regardez, il y a des risques qui sont finalement assez faibles et on va débattre sur est-ce que vous avez bien compris ces risques et si vous les avez, si vous refusez la 5G, c'est que vous les avez mal compris, forcément le débat ne peut que mal se passer. Mais là aussi, il a été caricaturé, la position de la Convention citoyenne, c'était la problématique non seulement éventuellement de la santé, mais aussi de la dépense d'énergie. Et du fait qu'à partir du moment où on donne une nouvelle technologie et qu'on dit qu'on va multiplier les innovations sur une nouvelle technologie, il y a une très très forte probabilité, vu ce qui s'est passé dans les années précédentes, qu'on augmente encore la consommation d'électricité de façon très notable. Et donc c'est contradictoire avec le mandat qui avait été donné à la Convention. Donc on était là aussi, on a déplacé le débat sur un pour ou contre une technique, alors que effectivement c'est un choix de société par rapport à la problématique du besoin et des alternatives. Et voilà, on a refusé d'imaginer qu'il y ait potentiellement d'autres alternatives à un déploiement de la 5G. Il y a beaucoup de choses qui ont été occultées dans ce genre de débat. Oui, tout à fait. Voilà, je suis absolument d'accord avec vous. Et justement, le fait de dire les amiches, etc., remet tout de suite dans un débat pour-contre un peu caricatural, qui interdit de se poser toutes les questions qui sont quand même assez cruciales dont vous parliez à l'instant. Merci beaucoup. On va s'arrêter avec 5 minutes d'avance pour vous proposer une pause de 15 minutes pour vous dégourdir les jambes. Et puis ensuite, on poursuivra avec Art et Sciences, une autre inclusion d'une composante de la société, tout le monde artistique. Et on a évoqué brièvement le théâtre, mais il y a beaucoup de choses fort intéressantes, beaucoup de dialogues riches qu'ont à avoir les sciences et les autres arts. À tout à l'heure. Donc, je me permets juste, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et que ça intéresse, la question des jeunes, juste jeudébat.com, ça s'écrit J-E-U. Voilà. C'est gratuit. L'arbre des connaissances vous conduit aussi vers ça, le site de l'association. Dans tous les sens. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Laurent. Merci beaucoup.